Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 210 du podcast Jeune Actuel Amatique. Très heureux de vous retrouver comme tous les mardis pour votre débrief des matchs NFL du week-end. Nous sommes en direct sur Facebook Live et bien sûr en différé en podcast sur YouTube et sur toutes les bonnes plateformes, SoundCloud, etc. À ma gauche, en chemise blanche, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut à tous. Raoul Villeroy est en pull bleu. Hello. Et Camille Sarabène et Barbu à la technique. Salut. Bonjour Camille. On passe donc, on va commencer d'abord en vous rappelant que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches. Mais avant celle du dimanche, il y aura la soirée de jeudi. On vous conseille d'y aller si vous voulez fêter Thanksgiving dans un cadre un peu atypique sur Paris avec un beau menu qui vous sera proposé, très typique avec tout ce qu'il faut à Thanksgiving, la dinde et tout ça. Donc n'hésitez pas à y aller. Et bien sûr, il y aura les matchs NFL qui seront diffusés. Donc vous faites Thanksgiving, ambiance totalement américaine. Les Vikings toujours aussi impressionnants, les Falcons vainqueurs d'un match épique à Seattle et le grand éclat de rire à Buffalo. Les autres matchs, les questions et le match du jeudi, les matchs du jeudi, c'est le programme de ce mardi et c'est parti. Vikings 24, Rams 7. Quelle performance des Vikings, les amis. Rams limité à 254 yards, 15 first down et 7 points. Ils ont mis un petit peu plus de temps à démarrer en attaque, mais ils ont quand même terminé avec 451 yards, dont 171 yards au sol. Ils sont très costauds, ces Vikings. Ouais. Ils sont très costauds, ils sont très équilibrés. C'est vraiment une équipe homogène. On le voit, la défense marche très bien. L'attaque, on roule bien malgré toutes les inquiétudes, les questions qu'on a pu avoir sur les joueurs qui composaient cet effectif, les quarterbacks, les receveurs, enfin tout le monde fonctionne. Comme tu dis, pour le moment il n'y a pas de défaut dans leur jeu, et ils ont été tout simplement meilleurs partout que les Rams, qui était l'équipe surprise de ce début de saison. C'est peut-être logique que les Vikings soient meilleurs parce que c'est une équipe qui s'est construite déjà depuis l'arrivée de Mike Zimmer, 3 ans, qui se construit bien, qui avance progressivement. Donc finalement, ça montre aussi peut-être aux Rams, c'est la leçon, c'est qu'il ne faut pas attendre trop tout de suite et il faut se construire, continuer sur cette base-là et qu'ils arriveront peut-être au niveau des Vikings bientôt, quoi. Et quand je disais costaud, Raoul, c'est aussi parce qu'ils ont été costauds physiquement et qu'ils sont aussi venus à bout de cette équipe de Los Angeles au fur et à mesure du match et qu'ils ont fini par les écraser, quoi. Ouais, y a un truc dont on parle souvent avec les Vikings depuis le début de la saison, c'est le remplaçant qui fait le boulot. Il y en a beaucoup. On voit que le jeu au sol a été remplacé. Dalvin Cook était blessé, on a remplacé par McKinnon et Murray, ça marche. Le quarterback, Sam Bradford s'est blessé. Le Case Keenum le remplace et ça marche bien. Il y avait Andrew Sendero, je sais pas comment on dit, le safety qui était blessé. Ouais. Anthony Harris qui le remplace, il provoque un fumble sur les 1 yard au début du deuxième quart-temps qui change complètement le momentum parce que les Rams allaient marquer un deuxième touchdown tout de suite et là ça change tout. Et il y a toujours ce gars-là qui remplace et qui fait que cette équipe tourne bien et c'est ce que Raphaël dit. Ça se fait pas du jour au lendemain. On se souvient que les Vikings ils font quand même les playoffs il y a 2 ans où ils passent à un field goal raté d'aller plus loin qu'un premier tour. Donc c'est solide et c'est très encourageant. Maintenant, pour les Rams, c'est pas désastreux parce qu'ils font quand même une très belle saison aussi. En tout cas, pour les Vikings, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui pourraient se vanter d'être à 8-2 en disant on joue avec notre quarterback remplaçant, avec notre running back remplaçant. Ça prouve aussi qu'ils sont très bien construits sur les lignes et qu'ils sont très costauds. C'est peut-être aussi la bonne surprise au niveau des lignes parce que l'an dernier, ils étaient quand même en difficulté sur cette ligne offensive. Ils ont su faire le taf et les ajustements pour que la ligne offensive se mette au niveau du reste de l'équipe. Et comme tu dis, il y a de l'impact physique, la défense, les Kendricks, les Griffin, les Xavier Rhodes, ça te cogne dans tous les sens et ça y va, quoi. Voilà, c'est une équipe qui a su élever son niveau de jeu à peu près partout, et qui, à l'heure actuelle, qui fait clairement partie des gros prétendants en NFC parce que
Il joue pas Philadelphie en saison régulière, Non, mais j'aurais été curieux de le voir. Et t'as envie de te dire pourquoi il baisserait particulièrement de niveau arrivé en janvier C'est vrai. tu vois, enfin. Alors, un homme, bien sûr, à mettre en valeur, c'est Adam Thielen. 6 réceptions, 123 yards, un touchdown. C'est le seul receveur NFL avec plus de 5 réceptions dans tous les matchs qu'il a joué cette saison. Le local de l'étape. Oui, en plus, on rappelle, non drafté, il vient du Minnesota, la fac à Minnesota, et il signe donc en tant que free agent non drafté, et il reste dans l'effectif. C'est clairement la plus grosse surprise de cette équipe. Je veux dire, l'an dernier, il avait montré quelques bons trucs. Il avait une bonne association avec Diggs. Il commençait, mais je pense que pas grand monde quand même avait prévu qu'il serait à ce niveau-là. Non. Enfin, je veux dire qu'il sort un peu des standards. Surtout avec un quarterback titulaire blessé rapidement. Donc voilà, tu peux te dire que finalement les receveurs vont un peu en pâtir. C'est la preuve que ce système offensif marche. Comme vous le dites, tous les quarterbacks marchent dedans. Donc écoute. Pour les Rams, on commence à avoir quelques blessures aussi qui sont un petit peu arrivées sur les cornerbacks, qui les ont pas aidés en fin de match. Robert Woods aussi, ouais. Cooper Kupp a commencé à faire des erreurs. Après, il est rookie, voilà, il fallait que ça arrive. C'est un peu ce que vous disiez, donc on s'inquiète pas. Et c'est dans la phase d'apprentissage, ça continue. C'est dans la phase d'apprentissage, ils sont toujours en course pour aller en play-off. Enfin, je veux dire, année numéro 1 de Sean McVay, année numéro 2 de Goff. Accrocher les playoffs pour cette équipe serait déjà une saison réussie, même si pour les supporters c'est jamais assez. Objectivement, de leur côté, ça va peut-être revenir les fans au stade. Peut-être. Ah bah là. Seahawks 31, Falcons 34. Field goal trop court à la dernière seconde des Seahawks. Victoire d'Atlanta. Beaucoup d'erreurs du côté de Seattle. 9 pénalités, une fin de field goal ratée en fin de première mi-temps. Ce field goal raté à la toute fin du match. Ça a été un match qu'ils auraient pu accrocher. Ils auraient pu aller le chercher, effectivement, avec encore une fois des Falcons qui mènent assez largement, qui mènent en tout cas au score, qui se font reprendre encore une fois en fin de match, ce qui quand même continue à poser des questions sur la structure mentale de cette équipe et cette incapacité à verrouiller le match quand il faut. Après, les Seahawks peuvent aussi un peu s'en prendre quand même, dans le sens où il y a cette ce field goal improbable, pas tenté du coup, ce fake field goal qui ressemble strictement à rien. Ça vient de nulle part, ça. Le fait qu'il y a un an, comme vous le dites, ils éliminent quand même les Vikings en playoff parce que Blair Walsh déjà rate son field goal. Là, ils prennent ce mec-là pour les. C'est pas il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais, c'est Blair Walsh qui rate le field goal des Vikings face aux Seahawks. 2 ans, ouais. Voilà, il y a 2 ans. Bon, il le récupère et cette année, Blair Walsh rate des field goals d'importants. Ma foi. C'était un peu écrit dans l'histoire quand même. Et puis il y a toujours un peu ces mêmes défauts côté Seahawks, pas de ligne offensive, pas de jeu au sol, Russell Wilson qui fait ce qu'il peut. 26 sur 42, 258 yards, 2 touchdowns, une interception, 7 courses, 86 yards, un touchdown au sol. Il a fait tout en attaque. Ouais, il fait tout. C'est ESPN qui diffuse les matchs du lundi et il montrait la statistique qu'il est responsable de 80% des gains de son équipe. Donc soit au sol ou à la passe. Pour un quarterback, c'est normal que ce soit très élevé, mais 85% c'est beaucoup trop. C'est trop. Ouais. On lui demande. Je voudrais en profiter pour m'adresser aux fans énervés des Seahawks que j'ai pu un petit peu titiller depuis 2-3 semaines. C'est pas que je crois que Russell Wilson est un mauvais joueur, c'est pas un quarterback traditionnel dans la mesure où il fait tout. Il est obligé de tout faire et c'est fort de sa part de le réussir. Mais pour moi, quand on revient à ce débat de qui est le meilleur quarterback, je pense pas forcément à lui dans la mesure où c'est pas un quarterback traditionnel lanceur, c'est un mec qui fait tout. Très bizarre ton argument. Moi c'est comme ça que je le vois. S'il était un quarterback traditionnel lanceur, il serait mort à l'heure qu'il est. Oui. C'est-à-dire que s'il était. C'est pour ça que je le considère pas comme le meilleur quarterback, c'est ça que je veux dire. Après, c'est comme ça que je le perçois. Cercle, on en parlait sur le chat interne, c'est vrai qu'il y a aussi un cercle vicieux, c'est que le fait qu'il n'ait pas confiance en sa ligne fait qu'il a tendance. Qu'il bouge pour continuer le big play, mais des fois, à contrario, cette tendance à trop bouger met en difficulté sa ligne, qui est la ligne offensive qui a fait le plus de pénalités cette saison, parce que des fois, les mecs se sentent un peu obligés de faire le holding pour continuer le jeu. Donc il y a un cercle vicieux, le fait qu'il n'ait pas confiance, il joue trop, et en même temps, il n'a pas le choix, parce que sur le nombre d'actions où il est obligé pour continuer le drive, et jusque-là, ça porte les Seahawks depuis plusieurs saisons aussi, cette capacité à prolonger les jeux. Après, s'il n'est pas en confiance, c'est qu'il n'a jamais été mis en confiance non plus. C'est pas anodin. Après, j'ai pas vu ses matchs universitaires. Je ne sais pas s'il restait plus dans la poche ou pas, etc. Ouais, mais voilà, il y a quand même un peu de tout.
Après, un quarterback qui n'a pas de jambes, alors j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais voilà, tu prends n'importe quel mec qui bouge pas au jour d'aujourd'hui dans l'attaque des Seahawks, bon courage. Quoi. Et je dis qu'il fait tout, il fait même défenseur, il met un énorme plaquage à Desmond Trufant après son interception. Non mais c'est incroyable. Voilà, c'est un super joueur de foot, c'est un des top joueurs de foot de la NFL, ça je ne le nie pas. Il y a difficilement plus valuable que lui aujourd'hui. Surtout là, s'il gagnait ce match, c'était incroyable. Oui, non, je suis d'accord. Il n'y a pas plus, même je dirais que sincèrement, il n'y a pas plus valuable actuellement en NFL. Matt Ryan, lui, est à 19 sur 27, 195 yards, 2 touchdowns. La défense de Seattle a fini par lâcher et a concédé des gros gains. Et Julio Jones aussi. Est-ce qu'on est rassuré par ces Falcons ou pas? Non, parce qu'au final, ils ont le même bilan que l'an dernier. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Mais il y a moins la sensation. Ça revient un peu. Je trouve que ça revient un peu la sensation de rouleau compresseur. Déjà la semaine dernière, je trouvais que c'était un peu le cas. Là, il y a encore Julio Jones, il fait des trucs écœurants. Franchement, quand tu es la défense en face, le gars saute à 2 défenseurs sur lui, retombe les 2 pieds dans le terrain avant de sortir. C'est un truc de dingue. Et lui aussi, c'est un des valuables de son équipe parce que s'il n'est pas là, il y a quand même des moments où Matt Ryan se sentirait bien seul, surtout que le jeu au sol est moins fort cette année. Donc c'est pour ça aussi que j'ai du mal à les voir comme l'année dernière, c'est que ils sont moins, ils dégagent moins de confiance offensive, qui était vraiment leur gros point fort l'année dernière. On passe au dernier match de nos affiches. Chargers 54, Bills 24, 6 sur 14, 66 yards, 5 interceptions. Voilà l'affiche délirante de Nathan Peterman. Peut-on dire, et je vais prendre des risques, je vais peut-être être polémique, ça va peut-être pas plaire à ce que je vais dire, comme diraient certains politiciens. Peut-on dire que le choix des Bills de changer de quarterback n'a pas payé? Je vois pas comment on peut te répondre autrement. Ouais, non, mais ça. Je sais que c'est polémique. Il faut vous mouiller, les gars. Ça a pas payé clairement sur ce match. Je pense on va dire que non. On s'avance. Voilà, on peut dire que non. C'est vrai que ça reste un peu un moment. C'est un peu une interrogation du côté des. On peut quand même résumer sa soirée, c'est-à-dire qu'il y a 5 passes qui ont trouvé un adversaire, 6 qui ont trouvé un coéquipier et il y a donc 8 qui ont trouvé personne. 8 personnes, c'est ça. Voilà. Ouais. Et la deuxième qui lance, c'est déjà un pick six en fait. Donc déjà à ce moment-là, tu te dis que ça va mal se passer. Sauf que la première est pas trop de sa faute, si je me rappelle bien. Et c'est les 4 suivantes qui sont un tout petit peu plus compliquées. Donc Tyrod Taylor est entré alors qu'il y avait 40-7. Il y avait 37-7 à la mi-temps. Les 37 points en première mi-temps, c'est un record pour les Chargers. Et les 54 points dans un match, ils égalent ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 1985. En même temps, heureusement qu'ils en mettent 54 avec 6 turnovers. Parce que c'est. Vaut mieux là quand même. Non, mais c'est ça. Quand tu as une attaque comme celle-là, tu peux pas te permettre de finir un match à 30 points alors qu'on t'a rendu 6 fois la balle dans des positions avantageuses, que tu as des pick six et tout. Heureusement qu'ils en mettent 54, sinon ça aurait vraiment été très très gênant pour eux. Non, mais après, c'est un peu tous les derniers choix des Bills qui sont en train de leur exploser à la figure, comme on pourrait dire. Il y a ce trade de Marcel Draeus. Alors, je sais qu'il c'est pas forcément le gars le plus facile à gérer dans la ligue. Il peut, s'il est suspendu, la prochaine suspension, s'il est repris par la patrouille, ça serait 8 matchs. Mais en attendant, quand il était sur le terrain, les Bills se prenaient en moyenne 2,5 yards contre la course. Maintenant, ils sont à 5,4 de moyenne pris contre la course. Alors que de l'autre côté, Jacksonville n'a jamais aussi bien défendu la course que depuis l'arrivée de Marcel Draeus. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a quand même tout un faisceau de choix qui est quand même pas évident. L'arrivée de Kelvin Benjamin, mine de rien, depuis 2 matchs, l'attaque des Bills est en difficulté totale depuis l'arrivée de Kelvin Benjamin, alors que l'attaque des Panthers va beaucoup mieux. Retrouve beaucoup mieux, et notamment le jeu au sol, alors que le jeu au sol des Bills a tendance à de moins en moins marcher. Alors disons qu'il y a un clair vainqueur dans chaque trade des Bills. Et c'est jamais eux. Et pour le moment, c'est pas eux. Et voilà, tous ces choix sont en train un peu de leur exploser. En fait, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que si ces choix avaient été faits alors que les Bills avaient un bilan de, je sais pas, une victoire pour 4 défaites. C'est ça le plus désarmant. Tu dirais, ils bazardent l'effectif, les gros noms, ils recommencent à 0, pourquoi pas. Là, c'est qu'ils sont ils étaient à 5-4 et tu comprends pas trop vraiment pourquoi faire ces choix-là à ce moment-là, pourquoi ne pas attendre la fin de la saison, surtout si tu peux aller en play-off. Parce que, ok, ils se feront sortir au premier tour des play-offs, mais ça fait plus de 20 ans que cette équipe n'a pas connu les play-offs. C'est la pire disette de tous les sports américains. Même un match, même pour y faire un petit tour, ça vaut le coup, les gars, je vous assure. On dirait qu'ils ont forcé en fait de fou, c'est que ça se passait bien.
ils avaient fait un peu de ménage, ils avaient des jeunes. Ça se passait bien et ils ont voulu forcer avec le trade de Benjamin, avec le changement de quarterback. Ce qu'ils auraient dû faire cette intersaison, ils l'ont fait au bout de 5 semaines, 5-6 semaines, ce qui est assez étrange. Et comme tu dis, Tyrod Taylor, pourquoi le faire remplacer maintenant ? Ça marchait bien, ils allaient en playoff. Oui, et puis tu vois que quand il rentre sur le terrain, le gars est pas manchot, il lance un touchdown, il met un touchdown au sol. Et puis c'est la meilleure des réponses. Et puis là, bien sûr, le problème, il est qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Parce que dans quelle situation t'as mis Tyrod Taylor Tyrod Taylor, du coup, il l'a peut-être un peu mauvaise. Il va peut-être pouvoir partir à la fin de l'année. Peterman. D'ailleurs, c'est quoi sa situation je vais te dire ça. On va continuer, mais je te dirai ça. Et puis tu vois, même si tu relances Peterman, le truc c'est que les 3 interceptions, elles sont arrivées tellement vite que on était à un moment où tu te disais, soit tu le sors maintenant et tu lui ruines son mental et il ne rejouera jamais en NFL, soit tu le laisses et puis tu vois, comme il en a lancé 2 autres, au bout d'un moment à la mi-temps, tu es obligé de le sortir. Qu'est-ce que tu fais Il est signé pour 10 millions l'an prochain, Tyrod Taylor. C'est pas cher, hein. S'ils veulent l'échanger, il y a des tonnes d'équipes qui prennent un quarterback de ce calibre à 10 millions. En même temps, est-ce qu'il ferait pas mieux de le garder ? Maintenant, ils savent plus. C'est ça le problème. Ils se sont tirés une balle dans le pied tout seul. Ils se sont mis dans une situation bien compliquée. De toute façon, on avait dit de se méfier des débuts de saison des Bills quand ils sont à 5-2. C'était déjà le cas l'an dernier, c'était déjà le cas il y a quelques années. Ils commencent toujours bien, et puis il y a un moment où ça explose en balle. Alors juste pour rester positif, il y a quelqu'un qui a parlé, je crois, c'est pas Grégory qui a essayé de nous défendre Peterman en disant que Peyton Manning avait eu un match à 7 interceptions une fois dans sa carrière. Ouais, mais enfin après avoir 2-3 trophées de MVP. Oui, mais c'est surtout que j'arrive pas à le trouver en fait. Pour moi c'est 6 contre les Falcons, une fois il en balance 6. Alors moi je trouve une trace d'un match en 2007 où il en a 6 contre les Chargers. Encore. Comme quoi et c'était c'est ça 6 et record depuis 2005 donc en tout cas il y a 6 mais je trouve pas le pire c'est 8 c'était après 10 ans de carrière quasiment, enfin un peu moins, j'exagère. C'est pas son premier match NFL en fait. Non, son premier match NFL il en lance pardon je le prends dans le mauvais sens, il en lance 3 contre Miami et il lance un touchdown. Moi je veux dire, faut pas non plus jeter Peterman tout de suite parce que le mec lance 5 interceptions. Alors je peux même vous donner les premiers matchs de Manning, il fait un touchdown, 3 interceptions, un touchdown, 3 interceptions, 0 touchdown, 2 interceptions, un touchdown, 3 interceptions, et ensuite il fait un touchdown, 1 interception, 2 touchdowns, 2 interceptions, et c'est seulement à son 7e match qu'il fait enfin plus de touchdowns que d'interceptions avec 3 touchdowns, 0 interception. Et derrière, il repart sur 2-2, 1-2. Ouais, il fait une première saison rookie pas très bonne. Il termine à 26-28, 26 touchdowns, 28 interceptions. Ah oui, quand même. Donc, oui. Il c'est beaucoup, après, mais il arrose. Ouais, c'est ça, il lance beaucoup, il arrose. Non, il gagne. Oui, après, il est dans une équipe qui gagne 2 matchs. 3. 1, 2, 3. Ouais, non, effectivement. Donc, mais encore une fois, il commence la saison. Il y a aussi cette histoire de sacrifier un peu ton début de saison qui marchait bien et de changer une équipe qui gagne. C'est pas pour rien qu'on change pas une équipe qui gagne. Il y a une cohésion, il y a une alchimie entre tous les joueurs. Et là, tu changes tout. Enfin, tu changes la pièce principale et derrière, comme tout s'écroule, ça leur donne pas raison. En tout cas, on remercie les Chargers d'avoir été divertissants parce que ça, ils savent faire. Ils sont pas réguliers, mais ils sont quand même toujours dans des matchs rigolos. Est-ce que j'avais pas prévu une tonne de turnover dans ce match ? C'est vrai, mais tu l'avais dit pour les Chargers. Côté, Ouais, mais ça, c'est pas grave. D'ailleurs, les pronostics ont été intéressants cette semaine. J'ai l'impression, j'ai pas osé regarder. Je tiens à dire que ça ne se résume plus à 2 groupes. Cool. Il y a un groupe, un poursuivant et quelqu'un derrière. Et on va passer au reste de la semaine. Et on peut quand même signaler qu'on a Grégory Richard qui est un tout petit peu aigri sur le chat parce qu'il n'est pas sur le plateau et qui nous dit match solide d'Atlanta, mais bon, c'est juste les Seahawks qui ont perdu visiblement. Mais on a dit que c'était un super match d'Atlanta. Il exagère. Il est en mode fan haters un peu quand il gagne. Ne transforme pas en fan que nous n'aimons pas. Fais attention. Giants 12, Chiefs 9 après prolongation. Qu'est-ce qui se passe avec les Chiefs ? Les Giants avaient lâché 82 points sur les 2 derniers matchs. Les Chiefs avaient une attaque de feu au début de la saison. Les Chiefs, ils arrivent après la réunion. Andy Reid était à 16 victoires de défaite en carrière après les semaines de repos. Et là, il arrive après une réunion. Donc Ben McAdoo a parlé, ils se sont dit ce qu'ils avaient à se dire. Et là, c'est un peu con qu'elle n'ait pas été faite avant. Ils ont bien fait, c'est ça. Ils auraient peut-être dû faire ça en semaine 3. Oui, est-ce que d'ailleurs c'est pas la pire chose qui pouvait leur arriver cette réunion ? Ah bah si ça se met à gagner derrière, oui, il n'y a rien de pire. Parce que là, s'ils gagnent 5 des 6 ou des 7 derniers... finir à 7-8, à 7-9. Oui, ça aura l'air très débile. Parce que là, t'as pas le successeur de D'Eli. T'as rien. T'as toujours Ben McAdoo. Enfin, t'as tout perdu, quoi. Ouais, c'est ça, t'as toujours Ben McAdoo, en fait. C'est ça qui est terrible.
Ouais, enfin, concernant les Chiefs, c'est quand même inquiétant. Ils sont sur une série de 4 défaites pour une victoire. Après, c'est ce que. Alors, j'entendais ça chez nos concurrents, mais néanmoins amis de Randy NFL, qui disaient qu'en fait, cette attaque, elle était devenue ennuyeuse. C'est-à-dire qu'elle a perdu tout ce qui faisait son explosivité au début de la saison. Et que justement, tout ce qui était un peu nouveau, un peu fantasy, un peu fun. A été rangé au placard. A été à la fois rangé en placard et appréhendé par les autres équipes. C'est pas un peu souvent le cas avec Andy Reid? Andy Reid, oui, si, c'est souvent c'est le aussi cas possible. avec Andy Reid. Ça fait quand même 2-3 saisons que les Chiefs commencent très bien, ont une période de creux, finissent par aller en playoff quand même parce que l'AFC le permet. C'est ça. Mais non, moi je trouve quand même que c'est un peu rangé au placard parce que Tyreek Hill, on le voit quand même de moins en moins. Karim Hunt aussi. Karim Hunt, je veux bien croire qu'ils sont un peu appréhendés, mais tout de même. Alex Smith est clairement moins serein. Et puis il y a des choix de play call très étranges parce que là sur ce match contre les Giants, il n'insiste pas sur Travis Kelce alors que les 2-3 fois où il envoie la balle, c'est des gains de 30-40 yards et enfin voilà, c'est un play calling très douteux. C'est notre ami Andy Reid qui retourne peut-être dans certains de ses travers bien connus malheureusement. Et du coup, c'est une équipe qui se met en difficulté alors qu'elle était quand même bien lancée en AFC. Ouais. Là, ils ont plié beaucoup et ils sont même en train de se faire rattraper. Enfin, c'est la division que personne ne veut gagner. Il y a toujours 2 matchs d'écart. Je pense que c'est suffisant pour. Ils jouent les Raiders bientôt. Il en reste 7. Ouais, bon, alors on va en venir eux, mais excusez-moi. Ils sont tellement mal les deux, tu vois, je te dis ça. Ouais. Voilà. Bon, les Giants, c'est la défense de l'an dernier. C'est la réaction d'orgueil, ouais. Enfin. Ouais, c'est la défense de l'an dernier, enfin. Bon, bah écoute, on va voir ce que ça porte. Croise les doigts pour que ça n'arrive plus. Hein. On se le souhaite. Saints 34, Redskins 31. Après prolongation, Drew Brees a réussi ses 11 dernières passes pour marquer 2 fois de suite, remonter un retard de 15 points et décrocher la prolongation. Victoire ensuite en prolongation. Non, ce n'était pas les Falcons en face, c'était les Redskins. Parce que les Falcons, on le sait bien, perdent des avances beaucoup plus grandes que ça. C'est une petite vengeance personnelle pour les taquineries de Grégory, évidemment. C'est dur pour Kirk Cousins quand même, qui fait un grand match. À 22 sur 32, 322 yards, 3 touchdowns. Il fait un super match. Malgré en plus la blessure de Christian Thompson au cours de match, donc son coureur numéro 1, qui est remplacé par Serge Perrin. Samadji, ouais. C'est Ryan. Il fait un bon match du coup. Qui fait un bon match. Oui, mais il perd le ballon en prolongation, je crois. C'est lui qui perd le ballon en prolongation, effectivement, ouais, c'est lui. Donc voilà. Comme quoi? Non, comme tu dis, Cousins fait un bon match, il arrose bien sur toutes ses cibles, il y a des grosses réceptions de Vernon Davis, de Dotson, voilà, Kirk Cousins qui est un peu esselé peut-être finalement. Bah là, il commence, il n'y a plus personne. Surtout qu'en défense, ça perd encore des joueurs. Juste avant qu'on démarre l'émission, j'ai rentré un article sur le site, ils ont encore mis 3 mecs sur la liste des blessés. Donc, Chris Thompson, donc confirmé liste des blessés. Terrell Pryor, saison terminée, confirmé. Et un des linemen offensifs, dont je ne me souviens plus le nom, mais encore un en tout cas, qui part sur la liste des blessés pour le reste de l'année. Donc, on sait que Trent Williams joue blessé, on sait que... Voilà. Brandon Scherf aussi a un peu diminué. Non, c'est compliqué. Malheureusement, il est un peu seul. Bon, bah lui, voilà, c'est une année qui lui sert à... Bon, en tout cas, les Saints, c'était un vrai régal. 535 yards. Et vraiment, cette attaque de feu en fin de match qui ratait plus rien, quoi. C'est Spencer Long, le lineman. Spencer Long, voilà. C'est pas... Qui est en train... Mais ouais, d'ailleurs, enfin, je trouve ce petit duo Mark Ingram avec une caméra... incroyable. Qui est en train de devenir le meilleur duo de running back de la ligue, en tout cas sur cette saison. Oui, là, ils le sont. Franchement, ce qu'ils font, c'est un plaisir pour les yeux. C'est monstrueux. Le touchdown de Mark Ingram où il fait une espèce de double contact avec ses chevilles pour casser cadrage débordement. Oh là là, ce cadrage débordement, c'était... ça. Mais comme quoi, pas besoin d'Adrian Peterson, hein. Ah bah non. À chaque match des Saints où ça roule au sol, je repense à Adrian Peterson qui était là au début de l'année. Non, mais on dit que c'était une bonne ça blague. roule même pas qu'au sol, c'est même à la passe. Oui, non, mais en plus. Breeze, mais enfin, c'est rare. Je me suis pas souvenir que Drew Brees ait été autant soutenu par un jeu au sol ces dernières années. Quoi. Non, pas à ce niveau-là. Mais c'est dingue, quoi. C'est-à-dire que t'as Drew Brees et en plus t'as un jeu au sol qui déroule. Enfin, c'est Noël. Cowboys 9, Eagles 37. La chute continue pour Dallas. L'absence de Tyron Smith leur fait toujours un mal fou. On rappelle, juste pour rappeler, on en reparlera, mais ils jouent les Chargers jeudi.
s'ils n'ont pas Tyron Smith. Ils joueront Joey Bosa et Melvin Ingram. Qui eux sont dans une forme olympique. Donc bon réveil des Eagles en deuxième mi-temps. Ils ont eu du mal en début de match. Ils ont enchaîné derrière avec 3 touchdowns. Ils ont un comité de coureurs qui commence à prendre son rythme aussi. Là, qui joue très pareil, bien. Voilà, J.J. trouve son rôle tranquillement. Il est content. Ouais, c'est les Eagles en tout cas c'était long à la mise en place, mais sur le rythme en deuxième mi-temps, c'est les Eagles qu'on voit depuis le début de saison. L'attaque performe, la défense performe. Dallas n'aura pas Sean Lee jeudi d'ailleurs, mais Tyron Smith pourrait revenir. On va en reparler dans la preview. Ouais, mais Sean Lee, le jeu au sol, ça se fait sentir. Déjà, voilà. Mais je veux dire, Smith pourrait revenir. Et au-delà de ça, même Elliott n'est pas spéciellement, pas Elliott du coup, Dak Prescott n'est pas spécialement rassurant dans ses lancers. Non. Il est plutôt imprécis. Ouais, il est finalement. Alors, il est mis en difficulté. Est-ce que c'est dépendant d'Elliott? Pas forcément seulement, mais ça joue, c'est sûr. J'attends encore un peu. Après, moi, pour le coup, je crois que j'étais plutôt d'accord avec toi, Raphaël, depuis le début sur Prescott, en disant que c'était un bon quarterback, mais il a toujours été dans les conditions idéales, en fait, jusque-là. Il était dans des conditions parfaites. Donc là, il est mis à l'épreuve. Après, on va peut-être aussi pouvoir recommencer un peu à parler du coaching staff et de Jason Garrett qui, lui, contrairement à certaines autres équipes, a l'air vraiment de marquer le pas quand ses grands joueurs ne sont pas là. Contrairement à des Eagles qui se sont adaptés avec les blessures de Marcus Peters, etc. C'est vrai. Peut-être que la question va aussi à un moment se poser de son côté. Hein. Il est moins en danger que beaucoup d'autres en NFL. Oui, pour le moment. Bon, il a des bonnes excuses pour cette année, en tout cas, entre la suspension, les blessures, etc. Il sera, je pense pas qu'il soit en danger. Non, mais... Raiders 8, Patriots 33. 6 matchs de suite que les Patriots n'ont pas pris plus de 17 points. On le dit quand même parce que leurs stats sont énormément plombés par leur début de saison. Mais finalement, cette défense, elle est quand même plutôt de retour. Ils sont quand même bons en attaque. Ils sont quand même plutôt tranquilles maintenant. Ils jouent les Raiders aussi. Je suis pas. Ils jouent les Raiders, oui, mais ils sont sereins. Moi, je trouve que c'est la meilleure équipe en NFL à l'heure actuelle. C'est moins flashy que les autres parce que le jeu offensif est moins flashy que les Saints, par exemple, que les Eagles. Mais Brady balance pas des bombes comme peut le faire un Carson Wentz, machin. Mais sur le papier et sur le terrain, moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure équipe. La défense verrouille tout. J'ai même lu 13 points de moyenne sur les 6 derniers matchs. L'attaque, Brady, là, c'est même plus de la régalade. Et pour situer le 13 points de moyenne, la meilleure défense de la NFL actuellement, c'est 14,1 points de moyenne encaissés par match, c'est les Jaguars. Donc voilà, c'est pour dire à quel point une grande tourne actuellement. C'est très très fort. Cette équipe est excellente absolument partout. Voilà, ils ont mis peut-être 2-3 semaines à se régler, mais ils reviennent à un niveau. Il y a un truc qui les remet dans le bain aussi. C'est aussi la différence avec les équipes d'avant, c'est le coaching staff. Il n'y a pas n'importe qui à ces postes-là. Ouais. Et un début de saison catastrophique n'est pas forcément synonyme d'une saison terrible. Après, comment dire, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je ne sais plus. C'est pas grave. Non, mais voilà, j'allais dire, ils ont fait le début de saison idéal au sens où tout le monde leur disait ils vont faire une saison parfaite, etc. Ils ont un peu merdé au début, comme ça, plus personne ne leur a reparlé de ça. Ces 5 dernières semaines, personne n'a regardé le fait que leur défense avait considérablement progressé. Et en fait, là, ils sont en train, comme tu disais, de se mettre en position. Ils vont arriver, mais c'est les Patriots, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils font. Ils vont arriver à point début janvier. Ils vont être chauds. Et tu vois même pas forcément en AFC. En fait, ils auront la bye week. En fait. Et ça va se jouer le duel face aux Steelers pour savoir qui aura l'avantage. C'est ça. On a regardé les calendriers, je sais plus si c'était dans le fauteuil ou jeudi, mais ils ont tous les deux des calendriers en plus assez faciles. Donc ils se jouent une fois d'ailleurs. Ils se jouent une fois, c'est ça qui va décider à mon avis qui aura l'avantage. Ça se joue là et en plus, ils doivent gagner à peu près tous les autres matchs. Ils peuvent finir à 14-2. Il n'y a personne qui finira devant. Et pour le moment, il n'y a personne juste à trouver les solutions. Ça ne m'étonnerait même pas. Et donc, on ne l'a pas dit, mais Brandon Cooks est le dernier à se mettre en valeur. En plus, on a l'impression qu'ils affûtent leurs armes au fur et à mesure. Ce mec-là, il est là. Ils l'ont mis petit à petit. Au début, ah ouais, mais c'est un gros transfert. Il ne s'est pas mis tout de suite. Mais c'est les Patriots. Ils le mettent dans les conditions et tout. Et là, le mec, 6 réceptions, 149 yards, un touchdown. Et Bill Belichick en conférence de presse qui dira il travaillait plus dur que personne, etc. Ce qui est le plus gros compliment que peut faire Bill Belichick. Ça veut dire qu'il a intégré. Ça veut dire qu'il est là, ça veut dire qu'ils sont contents. Il y a ça, il y a Gronk, il y a Amendola qui est toujours là et qui compense aussi un petit peu. C'est pas Edelman, mais il compense un peu. La défense monte en puissance. Enfin, ils sont quand même impressionnants. Les Raiders, c'est ce qu'on disait. Ils sont à 2 matchs des Chiefs, paradoxalement. Ils sont pas si largués que ça. Comme les Chargers à 4-6. Mais il n'y a pas grand chose quand même. Il y a vraiment plus grand chose. Franchement, c'est de manière générale, le backfield défensif ne donne rien. Ah oui, c'est une catastrophe. Khalil
Khalil Mack est un peu moins fort que l'an dernier. L'attaque et Derek Carr est moins fort que l'an dernier. De manière générale, les choix du coaching sont moins inspirés, sont moins. L'an dernier, il y avait le Baraka, tout le monde parlait du Jack Del Rio time. Il y avait la réussite. Cette fois, elle n'est pas dans leur truc. Disons que Jack Del Rio redevient ce qu'était Jack Del Rio. Voilà. Un bon coach. Pas tout à fait Jim Caldwell ou quoi. Il est un petit peu au-dessus d'un Dirk Cutter. Quand même. Mais c'est dur. Ouais, mais ça reste un mec qui est dans ses standards. Du coup, ils sont en difficulté et. L'atmosphère générale qui est autour de cette équipe et ce qu'ils donnent sur le terrain, moi je les vois pas spécialement remonter quelques pentes que ce soit pour. C'est ça aussi, c'est que l'an dernier la réussite était un peu provoquée par cette espèce d'aura positive qui les entourait. Là, c'est un peu la spirale inverse. Et... Comme quoi, c'est vraiment bidon ces histoires de. Tu sais, c'est comme il y a 2 ans quand les Panthers avec Ron Rivera, on l'appelait Riverboat Ron et qu'ils tentaient des trucs incroyables. C'est juste une saison qui marche bien. C'est ça. Mais ça arrive aussi. Et c'est pas volé de leur part, mais c'est juste que ils sont en sur-régime. Après, moi, le truc de Riverboat Ron, j'avais jamais vraiment compris. Le mec avait tenté 2 quatrièmes tentatives, je sais pas quoi. Moi, j'ai jamais entendu. Au final, Del Rio, c'était un peu pareil. Il n'avait pas non plus tenté. C'est ça. Le mec tentait pas non plus des fake punts sur ses 1 yard pour remonter tout le terrain non plus, quoi. Donc bon, Steelers 40, Titans 17, c'était le match du jeudi, grosse deuxième mi-temps des Steelers. La défense est forte aussi, 4e de la ligue. On en a parlé un petit peu dans le fauteuil avec Camille. C'est aussi ça qui leur permet de pouvoir opérer que par à-coup en attaque en fait. Mais c'est pas la première fois qu'on le dit que la défense des Steelers est une des bonnes de la NFL. Il y en a 2-3 comme ça qui sont un peu sous-cotés parce qu'on les voit moins que je suis d'accord. les Vikings ou que d'autres, mais très forte et très jeune aussi. Elle est plutôt jeune dans l'ensemble. On va dire leur meilleur joueur le plus vieux, c'est Cameron Hayward qui a 28 ans, qui est sous contrat. Derrière, Tweet est jeune. Ils ont bien reconstruit. Ils ont TJ Watt, Ryan Chazier. J'ai envie de dire Steelers style. Ils ont pris leur temps pour reconstruire par la draft. 2-3 saisons de creux en défense. Ça revient très fort de ce côté-là du terrain. Et effectivement, comme tu le dis, c'est ce qui permet aux Steelers de jouer par à coup attaque. Même si, à mon sens, c'est toujours pas satisfaisant parce qu'on attend toujours de voir ces Steelers réguliers sur 16 matchs en saison régulière et être au maximum de leur potentiel des deux côtés du ballon. Et de voir Bell et Brown performer sur le même match, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a Thomas qui nous rappelle qu'il y a la suspension de Marcus Gilbert qui arrive pour eux sur la ligne qui va être un peu embêtant. Qui va être embêtant parce qu'il joue les Patriots sur le 4e match où il n'est pas là, ça peut être embêtant. Heureusement, il revient pour les playoffs, ce qui est le principal parce que là, c'est pareil, je ne vois pas les Steelers manquer les playoffs. Normalement, ils sont pas mal. Donc, un mot sur les Titans. Tiens, un mot, on n'a jamais fait ça. Un mot pour résumer un match ou une équipe. Titans. Bof. Les Titans. Packers 0, Ravens 23. C'est la première fois depuis 2006 que les Packers ne marquent pas un point. C'était à l'époque la première saison de Mike McCarthy. On espère donc que ça va porter bonheur avec la boucle et bouclée et que ce sera sa dernière. Brent Hundley est à 2 interceptions et un fumble. Qu'est-ce qu'il a pris Charles pour Brent Hundley? Pardon, tu vois. J'ai la fiche sous les yeux. Autant pour moi. C'était dur. Bref, c'était un calvaire. C'était vilain en attaque de fou et pas seulement leur maillot. Donc c'est la punition, ça. C'est pour dire leur maillot était pas le truc le plus laid sur le terrain. C'est qui est rare. Non, mais bon, voilà, une équipe des Packers qui a vite rencontré la limite Brent Hundley face à une très très bonne défense. Faut pas retirer ce que fait les Baltimore en défense. C'est leur 3e match où ils limitent l'adversaire à 0 points, si je dis pas de bêtises. 4e, tu vois. Je veux dire, les mecs sont quand même des monstres, le backfield défensif, tout ça. Derrière, eux, ils sont pas là pour plaisanter quand ils sont sur le terrain. Mais maintenant, c'est le seul truc qui marche à Baltimore. Ah oui, c'est un peu le problème. Mais s'ils ont un peu d'attaque avec cette défense-là, arriver en playoff, ça peut le faire. Ça va le faire pour battre une ou 2 équipes en wildcard, mais pour aller titiller les Patriots ou les Steelers, il va falloir retrouver le Joe Flacco Elite. Et ça, le problème, c'est que... Est-ce qu'il est en fin de contrat? Parce qu'en général, c'est lié à ça. C'est qu'on n'est pas sûr de pouvoir le retrouver, l'ami Joe. Alors, ils ont mis... Non, c'est leur 3e à 0 points. Ils ont mis Cincinnati, Miami et Green Bay. Bon. C'est pas New England, c'est pas New England les Rams, c'est voilà. Oui, mais ça reste. Non, mais il faut le faire. En NFL, c'est très très dur à faire. 0 points, c'est quand même une performance. 2019 le contrat. Ah non, bon bah alors pas de. La petite prolongation 1 an et demi à l'avance, ça arrive en janvier. En fait, il peut s'arrêter à 2020 ou continuer. Il y a une option de s'arrêter à 2020. Par contre, je ne sais pas quel est cet esprit chez les supporters depuis 1 ou 2 ans, parce que j'ai jamais lu ça autant. Je tiens à le dire quand même, parce qu'il y a Florian par exemple qui nous dit: vu que rien ne sourit aux Packers, faut-il lâcher la
la saison tout de suite et pensez à la draft. Il y a de plus en plus de supporters qui nous demandent maintenant sur les réseaux sociaux ou sur le site ou dans les commentaires, dès que leur équipe perd 2 matchs, c'est on tente qu'on prend un quarterback, c'est bon. Surtout que les Packers, la saison dernière, ont fait une moitié, un peu plus qu'une moitié très, très moyenne et on finit en feuille. Et puis quand t'as pas besoin de quarterback, honnêtement, que tu draftes en 5e ou en 20e, c'est pareil. Ouais. Si t'as des bons dirigeants, mais c'est fou. De toute façon, l'histoire de tanker la saison, on le répétera. Ça se fait pas. Il y a 53 joueurs en NFL, les 3/4 se battent pour un contrat qui n'est pas comme en NBA, qui n'est pas bloqué, on va dire. Il n'y a rien de garanti. Qui n'est pas garanti, voilà. Donc de toute manière, les mecs se battent sur le terrain pour gagner des matchs parce que c'est clairement leur mode de vie. Et puis il y a aussi des coachs et des dirigeants qui se battent pour leur job. Bah oui, en permanence. Et puis sur 17 matchs, c'est plus dur de tanker que sur 82, à la rigueur, t'en lâches 20, personne le voit. Tu vois les 17, ça se voit tout de suite. Tu vois les linemen au moment du snap lever les bras et faire le tourniquet. Non, on va gagner. C'est pour ça, moi, je tente pas vraiment. Après, je taquine, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on me le demande de plus en plus. Je comprends pas pourquoi tout le monde veut lâcher la saison parce que depuis plusieurs années, il y a des bons choix de draft qui changent rapidement des équipes, que ce soit quarterback, il est 33e, je crois, choix de draft. Oui, il n'y a pas besoin de vouloir le numéro 1. Mais t'as des bons numéros. En plus, ils ont un quarterback. Mais je sais pas, je me fais la remarque parce que j'ai l'impression de voir ça tout le temps en ce moment. Donc non, et puis c'est juste que je comprends que ce soit embêtant de regarder des matchs qui n'ont pas d'enjeu. Parce que voilà, en fait, c'est surtout ça. Je comprends, à ce moment-là de la saison, il y a beaucoup d'équipes où ça commence à plus vouloir rien dire. Donc je comprends que la question elle se pose. Mais bon, non, en NFL, on joue et il faut juste apprécier chaque match pour ce qu'il est. Chaque match peut être une révélation pour l'année d'après. Chaque match doit être un petit événement dans la vie du supporter. Et puis tu sais jamais, une équipe ou deux qui s'effondre et tu passes par le trou de souris en playoff à 7-9 comme les Seahawks l'avaient fait une année. Ça vaut le coup. Et on a Thomas sur le chat qui nous dit, en tant que fan des Niners, je vous garantis que ça sert à rien d'être haut en draft une seule saison. Ouais, même plusieurs. Regardez les Browns. Ça prend du temps pour reconstruire. Allez, on va enchaîner sur les... retour du Joe Flacco Elite en playoff. Non. On l'a dit dans le fauteuil avec Camille, c'est Blake Bortles maintenant. C'est les mêmes. Okay. Allez, Browns Jaguars, justement, on parlait de reconstruction. 7 pour les Browns, 19 pour les Jaguars, 184 yards pour Cleveland au total. Ouais. Bon, à partir de là, il n'y a pas grand chose à dire. La défense des Jaguars est première sur les yards encaissés, 275, et sur les points encaissés, 14,1. La défense des Jaguars est incroyable. Elle va porter cette équipe en playoff. Mais il n'y a pas d'attaque pour aller plus loin. Ils ne pourront rien faire sans attaque face au gros cadre de l'AFC. Et ça, moi, je maintiens. Enfin, je pense qu'on le maintient tous. Quoi. Enfin, bon, déjà, c'est un bon mais. Oui. Mais je croyais que tu allais dire mais les Browns sont quand même d'épines aussi. Donc, malheureusement, ça reste. En même temps, cette attaque-là, face à cette défense-là, on s'entendait à rien d'autre. Cela dit, la défense des Browns, pour le coup, se défend. Oui. Elle fait un match plutôt correct face à l'attaque des Jaguars. Hein. C'est juste que leur attaque est pourrave. Mais globalement, la défense des Browns n'a pas toujours été catastrophique cette saison. Il y a des fulgurances. Maintenant, c'est tellement faible. Il y a eu des fulgurances sur les doigts d'une main. Hein. Oui. Il y a des. Mais en fait, disons que quand tu compares à l'attaque, ça te saute aux yeux que la défense est bien meilleure. Bon, en tout cas, du côté des Browns, DeShone Kizer sera titulaire désormais jusqu'à la fin de la saison, ce qui va permettre de l'évaluer. Franchement, c'est bien. Et donc, après, c'est triste pour lui parce qu'à mon avis, ça veut dire on va l'évaluer et comme ça, quand on va changer, personne pourra nous dire qu'on n'avait pas été jusqu'au bout. En même temps, s'il est nul, il est nul. Hein. On va pas les forcer à jouer avec celui-là. Après, une saison, c'est dur aussi d'évaluer un jeune quarterback sur juste une saison. Mais sur une saison à Cleveland. De toute façon, le Messi de Cleveland va arriver. C'est qui? Peyton Manning. Peyton Manning en GM. On va bien voir. Bears 24, Lions 27. Mitchell Trubisky commence-t-il à montrer des choses, messieurs? Cette fois, il a été lâché par son kicker, mais il a allé chercher une 4e et 13 sur ce dernier drive. Il a réussi des bonnes passes et ça commence à prendre forme, même s'ils perdent. Mais il n'y a pas grand monde autour de lui non plus. Lui, je pense qu'il a gagné quasiment 1 an et demi d'évaluation. Il fait sa saison-là. Il sera le titulaire l'an prochain, sauf blessure. Je suis d'accord, il monte en régime, c'est pas mal, il est bien entouré au sol. C'est ça, ouais. Il a l'appui du sol qui l'aide un peu aussi. Il lui manque une grande cible, c'est vrai que le pauvre, il peut se reposer sur aucun grand receveur. C'est pas trop mal, leur défense est solide. Ils passent pas loin de prendre ce match aux Lions qui se réveillent encore une fois parce que Stafford fait
Même si moi je commence à en avoir marre de ce genre de réveil attendre de la fin pour jouer, c'est sympa les gars. Mais ça, c'est les grands quarterbacks, visiblement, ils ne jouent qu'une mi-temps. Ouais, c'est les meilleurs quarterbacks de moins de 30 ans. Mais, paf 21 sur 31, 299 yards, 2 touchdowns. C'est du bon Stafford, mais c'est un bon. Mais oui, quoi. c'est du bon. Mais je suis d'accord avec Raphaël que ça doit être insupportable De toute façon, de Stafford, on va pas l'évaluer week-end après semaine. Non, on sait qu'il c'est est un bon bon, pocket passeur. il est très bon. Voilà. Allez, on va terminer avec les matchs pourris, hein, il faut Toujours le dire. pas de jeu au sol, côté Lions. Si un jour quelqu'un veut bien se mettre à courir du côté des Lions, C'est vrai, moi je aussi, suis preneur. c'est vrai aussi. Juste une petite aparté, Maxime sur le chat nous dit est-ce que Bortles peut devenir un QB élite en playoff? Ce serait donc une Joe Flacco. Et alors là, par contre, si lui le fait, si l'attaque explose des Jaguars, moi je les veux pas. Si lui sort 16 touchdowns, 0 interception en playoff, la matrice est cassée. Enfin là, c'est la fin du monde. C'est Kanye West qui est élu en 2020 à la place de Trump. Ou The Rock. Le pire, c'est que ça pourrait arriver. Ne sois pas trop. The Rock ou Kanye West? Le pire, je sais pas si ça serait pire, mais. T'imagines le deuxième tour The Rock contre Kanye West? Ah, bah les deux sont démocrates, non? Kanye West est allé rencontrer Trump après son élection. Ouais, après, c'est le monde des affaires, ça marche de manière. Le monde des affaires, c'est vrai. Écoute, je ne sais rien avec ce garçon et je ne veux pas le savoir. Mais ça serait la première dame. Là, le truc, c'est que ça ferait passer Idiocratie pour un documentaire ou limite un truc un peu soft. Un truc réel, quoi. Ce serait même soft à côté d'un deuxième tour. Bon, bref. Passons, c'est pour un autre podcast. Dolphins 20, Buccaneers 30. 2 sur 2 pour Ryan Fitzpatrick. 2 titularisations, 2 victoires. 4e défaite de suite pour les Dolphins. Il n'y a pas grand chose d'autre à retenir. C'est plus 23-20 le score. Mais bon, non, mais c'est 30 sur le papier. Mais à la fin, il fait n'importe quoi. Il lance une interception qui retourne en touchdown sur la fin du chrono. Ça, c'était drôle. C'est ridicule. C'était le bon moment de ce match. Oui, c'est ça. Parce que ça voulait dire que c'était fini. Texans 31, Cardinals 21. Tom Savage n'a pas été catastrophique. Du coup, ils ont gagné. Ouais. Par contre, Donta Foreman, ça fait mal. C'est la défense qui fait tout et DeAndre Hopkins qui fait tout comme toujours. Et Donta Foreman qui marque le touchdown et qui s'explose le tendon d'Achille sur le deuxième. Ouais, histoire de compléter quoi. Prestation complète de joueurs de foot américains. Et je suis désolé pour mes multiples coquilles sur Donta Foreman, mais que fait cette putain d'apostrophe après la première lettre de son prénom? Je n'en ai aucune idée. Tiens, je viens de la remarquer aussi. Pourquoi c'est après la première et pas avant la dernière lettre? C'est pas Deonta ou non, c'est Donta, mais D apostrophe ou NT. Et encore, t'imagines, il aurait pu mettre D-O majuscule, enfin D-O majuscule sans apostrophe et Onta derrière. Ça devrait être illégal ces prénoms, c'est n'importe quoi. Blaine Gabbert n'a pas été affreux tout le temps, sauf à la fin. C'est dommage. Hein. C'est vrai. Il lance 2 interceptions dans le dernier quart. C'est bête. En revanche, Peterson a été affreux. Adrian Peterson a encore été affreux. 1,9 yards par portée. À ce rythme-là, il va reculer bientôt. Hein. Ouais. Et puis on termine avec Broncos 17, Bengals 20 et une seule question qui se pose, posée par John Elway. Est-ce que les Broncos sont soft? Je le trouve sympa à dire soft, honnêtement. Oui, ils sont soft. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins d'impact au niveau de leur défense. Enfin, Chris Harris, Aqib Talib, c'était quand même des sacrés cogneurs. La no-fly zone, c'est du flanc. Maintenant, je trouve que les mecs cognent plus vraiment. Et le pire, c'est que sur ce match-là, Brock Osweiler est pas le plus mauvais joueur des Broncos sur ce match-là. Pas le plus mauvais. Non, moi honnêtement, je trouve pas que ce soit lui particulièrement qui fasse perdre son équipe sur ce match. Non, il prend 3 sacs. Non, mais en vrai, je sais pas, c'est l'AFC. C'est l'AFC, on s'en fout. Non, c'est pas ça, mais honnêtement, c'était un match très. C'était un match plus que médiocre. 2 équipes qui font pas les playoffs. Un match de très mauvaise qualité, on va pas épiloguer. Tu as bien raison. Et on va plutôt revenir sur cette remarque qui nous a été faite sur le chat qui dit que Donta c'est toujours mieux que Aha comme prénom. C'est Eric qui nous dit ça. Après, Aha, il s'appelle Ashon. Aha, c'est un surnom. Ah bon? Bah oui. Ah, je savais pas. Tu crois que la mère était fan du groupe avec George Michael? Je ne veux préjuger de rien. Ah non, c'est Wham. C'est Wham ou c'est George Michael, c'est Wham. Non, c'est Wham. C'était quoi alors? C'est Take On Me. Ah ouais, c'est mieux quand même. Ah bah si sa mère était fan de Take On Me, ça marche aussi. Take On Me, c'est la chanson, mais je sais pas, c'est... Ouais. Ça marche aussi. Ah oui, c'est vrai, les Broncos, ils ont viré leur coordinateur offensif. Ça ouais, le bon McCoy. Ouais. C'est dommage. Une arnaque de moins en NFL. Ouais, c'est ça. Une arnaque de moins, c'est réglé comme ça. On passe au top et au flop, Camille, s'il te plaît. Les tops et les flops, je vous laisse commencer, mais c'est vrai que Raoul, j'ai lu que t'es... Ah oui, mais ça marche pour les deux. Parce que j'allais dire, j'ai lu sur Twitter que t'étais comme un mec qui regarde trop son ex. J'ai vu parce que tu tweetais tout le temps sur les Chargers. J'étais devant le match des Chargers et je me dis ça parce et les Panthers jouaient même pas. Et parce que t'as un pull bleu électrique qui pourrait très bien passer pour un pull des Chargers. Oui, enfin, le bleu, c'est aussi la couleur des Panthers. Hein. C'est pour ça que après je me suis repris si ça marche pour les deux. Ouais, mais il fait plus Chargers. Il fait plus Chargers. Une petite bande jaune. Il fait Color Rush Chargers. Une petite bande jaune et c'est Chargers.
Allez, commence ton flop du coup. Mon flop, c'est un peu en rapport avec les Chargers, mais c'est Drew Brees qui est selon moi c'est ton top, t'as dit flop. J'avais dit exactement, c'est moi. Voilà, c'est donc mon top, pardon. C'est Drew Brees, le meilleur quarterback de moins de 40 ans. Tu l'as dit, 11 sur 11 à la passe dans les 2 derniers drives pour aller égaliser à moins de 15 points. Il arrache l'overtime. Et j'ai trouvé ça hyper marrant au moment où il rentre. Donc c'est pas eux qui ont le ballon, c'est d'abord les Redskins qui perdent le ballon. Et au moment où il rentre sur le terrain, il va faire un high five à une petite fan qui était sur le bord du terrain. Je sais pas comment ça se fait, mais même pas, genre elle est là, genre il lui court après, il fait hé, attends, et hop il lui fait un high five et il repart de l'autre côté. Donc le gars a pas du tout la pression, il est dans son élément, il fait ce qu'il faut et derrière il gagne. Je trouve ça beau. T'as plus la pression à 38 ans. Quand tu sais que la mort approche, ça libère. Puis alors, vous avez vu, ça cool. Il y a certains autres quarterbacks de la NFC Sud qui devraient le regarder en exemple comme speech de motivation, parce que lui dans le speech de motivation, ça c'est du speech de motivation de quarterback, hein, c'est voilà. C'était juste si Jameis. J'ai découvert que. Regarder un peu. Jameis a d'autres problèmes. Vous connaissez le Cookie Monster aux États-Unis, en fait, il mange un peu comme ça aussi. Ses mains est pleines de cookies. Je me suis demandé si c'était pas l'inspiration de Jameis Winston. Écoute, s'il pensait une peluche. Bah voilà. La peluche des défenseurs adverses peut-être. Raphaël, tu nous as donné ton top. Du coup. Mon top, bon, c'est un peu facile, diront certains, mais ça va être la NFC qui nous a offert des belles affiches cette semaine entre le Viking Rams. Même si le score est pas très serré, le match était quand même d'une vraie bonne qualité. Le Seahawks Redskins Saints était hyper sympa à regarder. Le Falcons Seahawks était un vrai gros match style playoff. Je trouve qu'on a 6-7 équipes en NFC qui sont vraiment d'un niveau sympa, vraiment bon sur ce début de saison. Et ouais, du coup, on s'approche de playoff en NFC qui s'annonce hyper excitant. Même si on sait que d'une année à l'autre, on disait ça peut être des playoffs excitants, tout le monde peut faire des matchs pourris en janvier. Mais sur le papier, et pour le moment, ce qu'on voit, c'est hyper bien, donc tant mieux. Mon top, ce sera, je vais faire très simple, Mike Zimmer, coach de l'année. C'est pas déconnant, même si McVay par le côté jeune coach qui débarque et qui change complètement l'équipe pour l'avoir aussi. Ouais, mais il vient de gagner la confrontation directe, comme ça. Mais ça va être entre eux deux, c'est sûr. Mike Zimmer. Doug Peterson des Eagles peut aller le chercher aussi peut-être. Hein. Il était déjà là l'an dernier. Les blessures en fait chez les Vikings me font voter Zimmer. Ouais, aussi. On l'a dit, le mec perd son quarterback numéro 1 au bout d'un match, il perd son coureur rookie qui cartonnait au bout de 3 matchs. Il n'empêche que c'est les 3 meilleures équipes NFC, donc c'est que ça a un lien. Bien sûr. Le flop, Raoul. Mon flop, c'est Sean McDermott pour tout ce qu'on a dit de mettre Nathan Peterman qui je comprends qu'il veuille faire ce choix-là, mais ce choix s'est révélé pire que perdant, donc pour moi c'est un flop. Timing aussi en plus. Ouais, c'est un flop incontournable. Raphaël. Flop à nouveau facile, mais ce sera notre chère conférence AFC qui est franchement plutôt catastrophique depuis le début de la saison. Là, ce week-end, je pense qu'on a atteint un peu le paroxysme de la nullité côté AFC entre les magnifiques chocs en Broncos Bengals, Bills Chargers, Patriots Raiders, qui était un match. Les Patriots c'était très bon. Patriots c'était très bon, mais alors les Raiders c'était du pipeau. Voilà, les équipes sont nazes et franchement. Raphaël, il m'a envoyé un message tout à l'heure avec marqué top NFC, flop AFC. J'ai failli lui répondre. Est-ce que tu peux être un tout petit peu plus général, s'il te plaît? Est-ce que tu as un truc plus large? Non, je suis d'accord, c'est général, mais il y a un moment, il faut aussi savoir faire du général et ne pas faire que du focus. C'est vrai. Et franchement, l'AFC pour le moment étudie. À part ce qu'on nous annonce et ce qui j'espère arrivera, du coup la finale AFC Patriots Steelers qui pourrait être un beau match. Le reste, excusez-moi, hein, mais je suis pas spécialement pressé. Je suis pas spécialement pressé de voir la wild card. Non mais ça se joue entre les Steelers et les Patriots. C'est dommage que les Texans aient perdu Deshaun Watson. Je suis pas très pressé. Ça aurait peut-être pu être un challenger, pas sérieux en playoff, mais ça aurait pu faire un truc différent. Il a fait 5 gros matchs, on n'était pas là. Ça aurait pu faire un truc différent. Mais tu le vois arriver, le wildcard Jaguars Ravens. Le remake du match à Londres. Tu l'as dit, il y aura de la défense. Hein, mais... il va être bon celui-là. Quand on voit ce qu'a donné le précédent. C'est l'heure de passer aux questions. Et ton flop? J'ai pas de flop, j'ai un flop. Si, les Raiders. Grosse déception de l'année. Voilà, j'avais mon coach de l'année, ma déception de l'année. Les Raiders ont été la hype de l'année. Du coup, tu dis, mais au final, toutes nos déceptions sont en AFC. Hein. Tous nos flops. Vrai. Donc, non, mais voilà, les Raiders, c'était tous nos tops en NFC. Les Raiders, c'était la hype de l'intersaison, une des hypes de l'intersaison. J'ai mordu dedans aussi, je l'avoue. Et en fait, ça cachait. La grosse année de l'an dernier, l'enflammade de l'an dernier cache toutes les lacunes qu'avait déjà cette équipe et qu'elle a gardées.
qui est un manque complet de profondeur en défense, le jeu au sol qui était beaucoup trop friable et qui là, à part le coup marketing, encore Kelly même moins Lynch, bon. voilà, a plus de jeu Et au sol. moins bon. Bah, Latavius Murray se voilà. débrouille pas trop mal chez les Vikings. C'est ça. Même Amari Cooper donc ne progresse pas. Michael Crabtree réédite pas sa super saison de l'an dernier vraiment. Et donc voilà. Et Derek Carr malheureusement, et Derek Carr stagne au milieu de tout ça du coup en plus. Donc voilà, c'est mon flop. C'est la déception de l'année pour moi les Raiders. On passe aux questions. Les questions de la semaine que j'ai oublié d'imprimer parce qu'en plus notre imprimante n'est pas arrivée. Oui, j'en ai commandé une pour le bureau. On a que des problèmes. Non, mais c'est pas un problème, c'est que j'ai mal estimé le délai de livraison et que j'ai oublié d'imprimer les questions à la maison. Terrible. Donc, je les ai sur l'écran, j'en ai sélectionné quelques-unes que je vais vous poser, messieurs. La première, elle est de BR Adipeux. D'après vos souvenirs, est-ce qu'une équipe a déjà remporté le Super Bowl avec l'une des plus mauvaises défenses de la Ligue ? Ouais, une défense. Et ouais, et c'est vrai que c'est pas une mauvaise question. Parce que même les Colts, qui étaient réputés à l'époque de Peyton Manning pour avoir des défenses gruyères, ils font des super playoffs à l'époque. D'un point de vue statistique, je me demande si le dernier titre des Giants face aux Patriots, si la défense en termes de yards encaissés à ce moment-là, des Giants sur la saison n'est pas l'une des moins bonnes, genre 27e ou quelque chose comme ça. Mais après, encore une fois, ils élèvent leur niveau de jeu en playoff sur 3 matchs. Alors, j'ai la liste des derniers vainqueurs. Donc, les Patriots, les Broncos, les Patriots, les Seahawks, les Ravens, les Giants, les Packers, mais qui font une belle saison aussi cette année-là. Ouais. Les Saints, qui font une belle saison cette année-là. On peut les dire Steelers, avec James Harrison à l'époque, etc. Les Giants, qui font un énorme Super Bowl contre Tom Brady. Il n'y a pas de défense qui prend des cartons, typiquement. Donc, on en revient aux Colts. Qui prend des cartons et qui gagne. Ben c'est ça. Donc, par définition, de toute façon. Non, faut remonter très loin, je vois pas. À la limite, qui gagne au Super Bowl, disons. Parce que même les 49ers, c'est l'époque parce que sinon, la défense fous, des Cardinals lors du Super Bowl face aux Steelers, est-ce que c'est pas une des moins bonnes défenses qu'il y a eu d'ailleurs au Super Bowl ? C'est probable parce que celle des Cardinals, c'était déjà une des moins bonnes équipes au Super Bowl, donc. Ouais, de mémoire, c'était vraiment pas une bonne. En tout cas, ça remonte. C'est très difficile de gagner sans une bonne défense à minimum. De toute façon. Qui sont, d'après vous, les meilleures lignes offensives, soit par conférence ou si vous avez le temps par division? Jim Kelly qui nous demande ça. Alors, juste, on va peut-être pas faire par division conférence, mais au moins les meilleures lignes offensives qui vous viennent à l'esprit. Il y a les Titans qui ont une bonne ligne offensive, malgré. On peut mettre les Cowboys avec Tyron Smith. Titans, Cowboys avec Tyron Smith. Bah voilà, il y en a une par conférence. Cette saison, les Vikings sont pas si dégoûtants. L'an dernier, c'était moins bien, mais là, ça va mieux. Les Steelers aussi, c'est pas mal. Les Steelers, c'est vrai. Bon. De Manant, instant culinaire, on approche de Thanksgiving. Quel serait votre repas type pour regarder votre match en ce moment particulier de l'année? Alors déjà, on vous l'a dit, si vous voulez un repas traditionnel de Thanksgiving, vous pouvez aller au Hard Rock Café, qui est notre partenaire et qui fait une soirée Thanksgiving. Elle est sur réservation, donc regardez bien sur le site, on a mis les liens. Qu'est-ce que vous mangez jeudi à Thanksgiving? Bah, ça dépend, qu'est-ce que tu nous cuisineras? Comment? Bah voilà, boum. Moi je vais vous faire un repas. De la dinde? Non, je suis végétarien, donc je vais pas cuisiner de la dinde, chouchou. Donc j'oubliais. Donc oui, j'essaie de trouver des petits surnoms parce que comme j'ai retiré mon écharpe, t'as vu, Raoul m'a dit je fais trop hipster si je regardais mon écharpe, je l'ai mis sur mon siège derrière. Un peu. Non, mais je sais pas, du coup. Bah ouais, non, je vais vous trouver un truc mais sympa. Sinon, réécoutez notre podcast hors série cuisine. Ouais, et il faut qu'on trouve la formule, ce qu'on va faire pour le direct de Thanksgiving ce jeudi, parce que du coup là on est dans le studio, l'an dernier on était dans un appartement, donc il y avait la cuisine à côté, là il va falloir être un peu plus prévoyant. Ouais. Et comme on n'a pas de micro-ondes, on a juste un frigo, donc on peut pas réchauffer dans le frigo. On peut se faire livrer. On peut se faire livrer, ouais, mais c'est la solution un peu facilitée. Ça, cuisine pas il faut vivre avec son temps, monsieur Mattei. T'as pas de cuisine, hein. Oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai. Je sais pas, faut qu'on trouve un truc. Tu sais, les mecs vont déclencher les alarmes incendie du bâtiment. Tu sais, on peut trouver un système artisanal avec des briquets et tout. Ouais, bien sûr. Je préfère qu'on garde le studio. Hein. Allez, quand on voit les résultats des Packers sans Rodgers, ne devrait-on pas revenir sur les choix des derniers MVP des dernières saisons et tout lui refiler dans un joli paquet cadeau avec un mot d'excuse? C'est une question de Toth. Ouais, c'est toujours pareil. Après, il y en a plein qui méritent. Il n'y a pas que lui, mais... C'est le fait que le trophée de MVP n'est pas forcément au joueur le plus saison. valuable. Mais parce que sinon, c'est tu un le donnes terme à peu générique. près toujours au même joueur. Bah oui. Cette année à Russell Wilson. Ou à Tom Brady.
qui est le plus valuable. Somme qui nous demande aucun Super Bowl n'a opposé deux équipes n'ayant pas gagné leur division. Au vu de la folie que représente cette saison et surtout les surprises qu'on peut avoir habituellement en playoff, pensez-vous que cette saison, ce scénario puisse enfin arriver? PS, croyez-moi, j'ai vérifié sur Wikipédia cette information. Ah bah, on te croit, mais je trouve ça incroyable. Wildcard, c'est les deux wildcards en fait. 5 et 6 n'ont gagné le Super Bowl. Si, elles ont gagné, mais il n'y a jamais eu un Super Bowl entre deux équipes qui n'ont pas gagné leur division. C'est-à-dire que tu n'as jamais deux équipes de wildcard qui sont arrivées au Super Bowl. Eh ben, je vais répondre très simplement à la question. D'accord, deux équipes de wildcard. Okay. Non. Après, c'est hyper dur parce que dans les faits, sur les 12 qualifiés en playoff, il y en a 8 qui ont gagné leur division. Bah oui. Donc non, mais les chances sont faibles. Mais voilà, et de toute façon, cette année, ça n'arrivera pas puisque pas en AFC. Voilà. Donc les wildcards seraient Ravens ou c'est qui Ravens ou qui d'ailleurs peut-être en AFC West. Peut-être les Chargers. De toute façon, pour le moment, c'est 1 et 2, c'est Steelers Pats. Ensuite, tu dois avoir en 3 et 4 Chiefs et du coup le gagnant de l'AFC Sud qui sera Jaguars. Alors attends, a priori. Et tu auras peut-être donc en wildcard, les Texans, les Ravens peut-être et les Ravens ou Titans. C'est les Titans actuellement. Ouais, les Titans, c'est vrai parce qu'ils étaient premiers de la division. Ils sont toujours premiers. Actuellement, les wildcards, c'est Ravens Titans d'un côté et Rams Falcons de l'autre. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a peu de chances de voir un Rams Falcons au Super Bowl. Mais... Ah bon? Ouais, non, je suis en train de te dire une connerie. Le vainqueur de division. Non, donc les deux wildcards, c'est Falcons et Panthers. En fait, ils sont de la même division. C'est pour ça que ça m'a induit une erreur. Ah oui, Saints, Falcons, Panthers ont dû être en division. Donc les wildcards, c'est Ravens Titans d'un côté, Falcons Panthers de l'autre. Donc est-ce que vous croyez en un Super Bowl? En gros, Falcons ou Panthers? Pourquoi pas? Mais ces trois-là vont pas y aller parce qu'il y a encore beaucoup d'affrontements entre les trois équipes. Donc je vois mal les trois de la division. À l'heure actuelle, si on regarde ce qu'il y a là, sur les équipes qu'on a là, Panthers ou Falcons, pourquoi pas? Ou Panthers, ça me fait pas peur. C'est quand même deux équipes qui étaient au Super Bowl les 2 dernières années. Ou si les Saints se font battre et passent en wildcard, ils peuvent y aller aussi. Après Ravens et Titans, plus dur. C'est un peu plus compliqué. Que peut espérer Keenum la saison prochaine? Il fait une belle saison, plutôt propre. Mérite-t-il selon vous un poste de starter ou bien est-ce un backup de luxe? Emilien Corver Saget qui nous demande ça. Qui? Keenum. Qu'est-ce Keenum? C'est une bonne question. Il va falloir voir déjà ce que les Vikings vont vouloir faire avec Bridgewater. Est-ce qu'ils vont vouloir le relancer? Je sais pas, et du coup ça pose la question, peut-être qu'ils vont vouloir garder Keenum aussi, tu vois, donc s'il est sous contrat, tu gardes. Je trouve qu'il mérite une place de titulaire. Maintenant, est-ce que ce sera Minnesota ou ailleurs, c'est la question. Jack Del Rio n'est pas encore en danger, mais les Raiders ne devraient-ils pas opérer un changement de coaching défensif lorsqu'on sait que les Raiders 2017 sont la première équipe de toute l'histoire de la NFL à ne pas avoir intercepté une seule passe dans les 10 premiers matchs? Oh la vache. Nous serions passés de ce record via Ken Norton Jr. C'est Flo Raiders qui nous pose la question. Oui, ça va aider. Après, Ken Norton Jr. n'est pas le seul responsable du niveau des cornerbacks. Je veux dire, il y a un moment, c'est pas lui sur le terrain qui doit sentir le jeu et aller faire l'interception. Donc il y a ça aussi, il y a des cornerbacks il y a le schéma imposé par le coordinateur défensif, mais il y a le cornerback qui a l'instinct pour aller chercher l'interception. Ça me semble être, tu viens de me donner une idée super de test pour le sport. Peut-être au pire pour le Pro Bowl, on peut tester. Faire jouer le coordinateur défensif sur certaines séquences. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain... Il faudrait qu'on définisse une règle où à un moment, le coordinateur défensif doit rentrer sur une action. Et pareil avec le coordinateur offensif, tu vois, de chaque côté. Sur trop de 4e tentative ratée, par exemple, ou un truc comme ça. Moi, je suis prêt à payer pour voir Andy Reid jouer, par exemple. Ah bah, non, pas que lui, hein. Il y en a plein que je verrais bien jouer. Et à l'inverse, j'aimerais bien voir Josh McDaniels au milieu d'une pile de mecs d'1m90 et 120 kilos. Ouais, moi je pensais plus à ça, ouais. Parce qu'il est pas épais, le garçon. On disait quoi du coup? Faut le virer, il faut changer des trucs chez les Raiders. Question d'Anti. Bonjour, est-ce qu'un coach doit adapter son système aux joueurs présents ou doit faire en sorte que les joueurs s'adaptent à son système? Exemple, Wade Phillips, c'est la défense poreuse des Rams qui peine alors qu'en 4-3 c'était plutôt solide. Un peu les deux, moi je pense. Il n'y a pas de vraie réponse dans la mesure où ça dépend beaucoup des joueurs, leur capacité d'adaptation. Attends, moi je vais te répondre avec une question très simple. Je vais te répondre avec une question très simple pour te donner tout mon avis. C'est quoi le système de Bill Belichick? La victoire. Voilà. C'est ce qui marche le mieux avec ses joueurs. Ah ouais, c'est ça. Il y a pas de... Pour ceux qui aiment la NBA, c'est quoi le système de Greg Popovich? Ce qui marche le mieux avec ses joueurs. C'est vrai. Il faut s'adapter et en même temps, tu as une idée. Et tous les coachs qui se cassent la gueule à vitesse grand V, c'est les mecs qui disent j'ai un système, il est révolutionnaire, croyez-moi, c'est même pas les stars. Chip Kelly, voilà. Regardez Chip Kelly.
ça dépend aussi où tu en es de la reconstruction, etc. Parce Bien que sûr. tu reconstruis en Si t'as de profondeur. zéro, tu les adaptes. Regarde, c'est Pete Carroll, il a quand même un système défensif. Bien sûr. On peut pas dire non plus. Que... Mais t'adaptes si tu pars de zéro. Mais après, tu gardes quand même une flexibilité. Chip Kelly qui était arrivé à Philadelphie et qui avait fait n'importe quoi en foutant tout le monde dehors, en offense, en disant mais de donf, toute façon, moi mon système il est meilleur que toutes les stars. Le Sean McCoy il me sert à rien. Deshaun Watson c'est un guignol. Jeremy McLean patati patata. Il les a mis au sol et il a fallu reconstruire pendant 2 ans derrière. Ouais. Donc après c'est un cas extrême Chip Kelly. Mais en général, les coachs qui arrivent en disant mon système c'est le meilleur, vous allez voir, il suffit que les mecs s'adaptent. Au bout d'un moment, comme disait un célèbre coach français, les dauphins, t'en fais pas un requin. Donc, ce n'était pas du tout le même contexte, mais j'aime tellement cette expression que je voulais la réutiliser. Allez, 2 dernières questions. Est-ce que les Vikings sont l'équipe la plus sympa de la ligue? Oui, elle est bien cette expression. Entre une mascotte qui déchire, n'est-ce pas, Raoul, un receveur non drafté local qui explose les stats, un QB qui sort de l'année de sa carrière, une feel good story avec Teddy qui revient dans le roster, le JM qui va au pub avec les fans à Londres, ça fait beaucoup de choses positives. Et à l'inverse, l'équipe la plus détestable, les Dolphins ou les Patriots, pour l'interrogation. Oh, pourquoi les Dolphins? Oui, non, ils sont indolores. Je sais pas, ouais, les Dolphins, c'est vraiment pas ceux que. De toute façon, tu peux pas détester une équipe qui est dans la loose comme ça. Non, c'est ça. Tu vois, c'est même pas drôle, quoi. Personne déteste les Browns. Bon, non. Non. Personne ne peut. Hein. Bah non, mais c'est ça, tu vois. Donc bon, détester les Dolphins. Cela dit, pour répondre à la première question, les Vikings, c'est vrai que c'est sympa. C'est sympa à suivre. Il y a un truc sympa autour. C'est sympa, c'est une franchise marrante. Si t'aimes les séries américaines comme How I Met Your Mother, par exemple, eh ben il y a des personnages fans des Vikings qui sont sympas, donc c'est une équipe sympa. C'est vrai. Derrière un tel plaidoyer, je ne saurais que. Allez. Bon, ne vous infligez quand même pas les 2 dernières saisons de How I Met Your Mother. Hein. On n'est pas on n'est pas cruel non plus. Hein. Il disait juste ça comme référence. Ouais, bien sûr. Et l'équipe la plus détestable? Moi, j'aime pas les Seahawks. Mettre une petite piécette sur les Buccaneers en ce moment. Non, mais les Patriots sont très détestés. Les Patriots ont un potentiel détestabilité très élevé, en effet. Les Cowboys aussi, avec Jerry Jones. Ouais, je suis d'accord. Cowboys aussi, globalement, les équipes fortes, quoi. Enfin, qui sont un peu historiques. Ou fort en gueule. Oui, rappelons que les Cowboys les Panthers doivent pas être très aimés non plus. Oui, les Panthers, c'est vrai. Les Panthers, il y a de quoi les détester. Hein. Mais Cam Newton n'a rien fait en vrai en dehors du terrain, quoi que ce soit. C'est juste il est juste un peu branleur. Il est sexiste et idiot. Mais peut avoir ce côté-là, côté grande gueule, si t'aimes pas ça. T'aimes pas ça. Moi, j'aime bien, je suis client, donc c'est pas mon. Mais beaucoup n'aiment pas ce côté grande gueule, machin. Donc. Et puis dernière question. Alors, Doudou Jets. Salut l'équipe. Ah oui, elle est bien. Imaginez, je termine avec celle-là. Nous sommes la veille de la draft 2018. Vous êtes le propriétaire, GM, head coach, dictateur des London Marmite. Donc on rappelle, c'est l'équipe qu'on a créée jeudi dernier et je pense que ça va rester maintenant. La 33e franchise. Maintenant, on a un vrai projet London Marmite, 33e franchise, 3.0. On a vendu, parce qu'on a fait du naming, hein, pour ceux qui connaissent pas, on a vendu le nom. Hein, c'est pas le stade. Marmite, c'est une marque. C'est un petit pot de crème dégueulasse. Donc notre équipe, on a vendu le nom carrément. Donc les London Marmite. Hein. Le logo, c'est un petit pot de Marmite avec un ballon de football américain dessus. Et on a ça sur le casque. Il va falloir la déposer, la marque. On va demander à Romain de nous faire un logo. C'est ça. Donc, nous sommes les London Marmite. Et là, Grégory Richard vous appelle et vous dit qu'il connaît un futur QB élite qui sera disponible au 6e tour. Que faites-vous? Parce qu'on rappelle que Grégory, pour ceux qui n'ont pas suivi, nous vendait Nathan Peterman il y a une semaine. Non, il s'y connaît en NCAA. 6e tour. Donc, que faites-vous? Vous le draftez au 5e et essayez de le refiler aux Browns contre un 2e tour. Deuxièmement, vous refilez l'info aux Jets pour ajouter un projet à leur collection. Troisièmement, vous rigolez, vous raccrochez et vous demandez conseil à Jim Irsay bourré parce que lui au moins il a drafté Manning et Luck. 4, vous le faites. De toute façon, vous avez construit votre franchise sur les conseils de Raoul et vous avez donné votre premier tour contre JJ Watt, donc foutu pour foutu. C'est dégueulasse de faire ça. Continuez de nous faire vivre votre passion, vous déchirez des bisous. Bisous à vous, Jets. Un jour, je vous montrerai. Tu nous montreras que tu construis une franchise sur un joueur qui a joué 8 matchs en 2 ans. Ouais. Ça attaque. Ben non, mais attends, moi pour revenir là-dessus, parce que j'y ai cogité, tu sais, en revenant, j'étais tellement traumatisé en rentrant chez moi. Avant de dormir, mais quand même, c'est pas possible de faire ça. Je te jure que j'y ai pensé hier dans le métro, très précisément. J'étais dans le métro et il y a un moment, je me suis dit, mais quitte à prendre un pass rusher, putain, mais pourquoi il a pas pris Joey Bosa? Ou on se disait avec Grégory, et ça c'est vrai que j'aurais pu prendre lui aussi, Von Miller. Ou Von Miller. Von Miller,
j'aurais accepté l'alternative. Mais moi j'adore parce que j'ai été traumatisé par ton argument sur Bossa en me disant ouais mais il est encore trop jeune. Bah oui il est trop jeune mais il a le record sur les 20 premiers matchs de sa carrière. Il y a ça et il y a aussi son histoire de contrat au début de carrière. Mais c'est rien ça. Non mais il a battu le record d'Aldon Smith. Oui. Si tu veux un mec pour construire ta franchise de début, tu veux pas forcément un mec qui crée des problèmes. Ouais, mais on veut pas tous un American Hero comme JJ Watt. Bah pas tous mais moi mais Raoul oui. Moi oui. Donc il va y avoir des vraies tensions en interne dans la franchise à London, moi je te le dis, hein, parce que on n'est pas là pour plaire à Donald Trump, ok. Donc non seulement je construis pas avec JJ Watt, on est à Londres, on s'en fiche de Donald Trump. C'est ça. Donc non seulement on ne commence pas avec JJ Watt, mais je plaide pour la signature de Colin Kaepernick. Oh bah moi ça me va ça. Moi ça j'ai pas de problème. Du coup on drafte pas le quarterback de Gregory, on lui fait pas confiance. C'est ça que vous dites? Si on le prend au 5e tour et on le refile contre un deuxième. Non, 6e tour je le prends. Je le prends au 6e tour. On fait confiance à Gregory. Et en plus ça nous donne un motif pour virer Gregory en cas d'erreur. Donc il faut non parce qu'il faut être vicieux quand on est dans un front office. C'est-à-dire que si JJ Watt se blesse, je suis viré, c'est ça? Il faut garder des trucs. Super. Ah non mais de toute façon on prend pas JJ Watt pour commencer une franchise, Raoul. Il faut arrêter avec ça. Hein. C'est malsain. Il faut. Mais un quarterback évalué au 6e tour, a priori. Il construit pas ta franchise quoi. Enfin, soit il est évalué plus tôt et tu le prends plus tôt même si tu sais qu'il va être disponible parce que c'est un quarterback Tom Brady a été pris au 6e tour. Oui, mais personne ne le voit. Il est sous-évalué pour le coup. Ça va être une fois dans l'histoire de la NFL. L'excuse éternelle, elle a 16 ans quand même. Il faut arrêter. Non, mais je suis d'accord. Elle a même plus, non? C'était dans 2001 2000. Oui, donc ça a 17 ans. Donc il va peut-être falloir passer à autre chose. C'était histoire de dire. Tu sais, c'est comme les gens qui disent ouais, mais les Buccaneers, ils ont gagné avec Trent Dilfer. Le doute s'empare de Les Ravens, pardon. Oui, Ravens, c'est ça. Les Buccaneers, c'était avec Brad Johnson. Voilà, c'était là où était ma remarque. C'était les Ravens. Encore pire. Et Thomas qui nous suggère Manziel en backup de Kaepernick. Voilà, là on se met bien. On est tranquille. Même Thibaut si on veut. Moi j'ai pas de problème. Non mais le problème c'est que de toute façon, si on suivait la technique de Raoul, on n'a plus le choix qu'entre Manziel, Kaepernick et Thibaut. Mais c'est pas vrai. Tu peux prendre un bon quarterback au deuxième tour. Depuis le début, tu me fais passer pour un guignol parce qu'on est persuadé que derrière on va avoir un Manziel comme les Vikings par exemple avaient eu Teddy Bridgewater au début du deuxième tour. 31e, il est juste toute fin du premier. Ils étaient remontés. C'est Carr du coup qui est en 34. C'est Carr qui est 31 ou 33 ou 34. Tu vois, ça se tente. Ça se tente, mais je préfère avoir Aaron Rodgers. Tu préfères, c'est ton choix. Vaut mieux avoir. Tu en as le droit. Mais regardez, on vient de dire qu'il faut lui donner rétroactivement les 12 derniers MVP à Aaron Rodgers. Justement, on n'a pas dit ça. Rien dit du tout. Allez, on passe au match du jeudi un petit peu, messieurs, et au triple match de jeudi. Lions Vikings, Cowboys Chargers, Redskins Giants. Lequel vous attendez le plus? Et je sais bien que c'est le premier. Oui. Lions Vikings. Bah oui, Lions Vikings, c'est la tête de la division qui se joue là. Encore que même si les Vikings perdent, ils ont un joker, mais mentalement, les Lions d'aller taper l'équipe en forme de la NFC, ce serait une très belle performance. Juste pour dire qu'il y a Mathieu quand même sur le chat qui nous fait remarquer que Brad Johnson n'était pas un peintre puisqu'il a été 2 fois Pro Bowler avec les Vikings et les Redskins. Avant ou après son titre? En tout cas, c'était pas quand il était à Tampa du coup, par contre. Donc, ça reste. Bref, donc Lions Vikings, Cowboys Chargers, Redskins Giants. Donc oui, on a dit le Lions Vikings est quand même le plus intéressant. Et le coup de bol, c'est qu'il est à 18h30. Bien que les deux autres ont un potentiel spectacle. Cowboys Chargers peut être marrant. Il y a un potentiel. Alors il y a un potentiel pour le fait que ce soit Dak Prescott qui finisse en dinde de Thanksgiving mangé par Joey Bosa et Melvin Ingram. C'est vrai qu'il y a un potentiel ça va mal se passer. Sauf si Tyron Smith revient, mais bon. Il pourrait faire le dessert. Après, Tyron Smith peut jouer. Il y a encore un doute. Et puis Redskins Giants, à la fin, on avoue que malheureusement, le prime time de Thanksgiving, il a du potentiel fun. Sauf si, encore une fois, les Giants arrivent à contenir Kirk Cousins et ça peut offrir un match très défensif serré. Je garde un souvenir ému de cette année où il y avait eu un Hardball en prime time à Thanksgiving entre les Ravens et les 49ers. C'était après le Super Bowl d'ailleurs. Ou avant? Je sais plus. Mais c'est après. C'est bon. En tout cas, émotion quand on pense à Jim Harbaugh. Reviens-nous vite, Jim. Reviens-nous vite. Je lisais il y a pas longtemps que ça commence à faire 4 ans à Michigan, ça gagne pas trop. Ouais, bah du coup, ce qui est pas non plus. Et qu'il est resté 4 ans, tous les endroits où il est resté. Il a fait 4 ans dans sa première fac, 4 ans à Stanford, 4 ans aux 49ers, et là ça fait 4 ans qu'il est à Michigan. Allez, il vient chez les Jaguars l'année prochaine. Bon, parce que c'est vrai qu'on l'aime bien, mais il est un peu turbulent, donc il doit être un peu fatigant. Un peu Non. Oui. Non, Jaguars, je sais pas. Non, j'y crois pas. Ils ont un coach, ça marche. C'est pas je suis pas convaincu par l'association Coughlin-Harbaugh. Je suis pas. Craquage total. Avec mon petit stylo comme ça, là, avec ce que j'ai l'air de Jim Harbaugh. Craquage total. Giants, tu prends?
Je tente, ouais. Ah, avec Odell Beckham, je les vois tellement chest bumpés ensemble et tout. Ah, ce serait la folie. Je tente. Il a un côté forte tête qui peut plaire aux fortes têtes de la défense. Ouais. Je donne 4 mois à Arbo pour finir avec les cheveux décolorés et rasés sur les côtés. Franchement, mais tu sais, il serait capable de le faire pour être fun avec eux. Pourquoi et tout. pas, ce serait incroyable. 2 minutes warning, messieurs. Est-ce que les Jaguars vont regretter d'avoir moqué la FC Nord sur Twitter? Non. Ah si. Parce que quand ils vont se prendre les mecs retiennent tout, ils passent leur vie sur les réseaux sociaux. Ça c'est vrai. Non, mais je pense pas. Disons que s'ils se prennent une tôle à Pittsburgh en janvier, voilà, faudra pas. Est-ce que le fumble de Drake Kirkpatrick était le gag de l'année s'il n'était pas recouvert? Ah ouais. C'est incroyable, surtout qu'il n'est pas touché. Le mec, et il se retourne et physiquement je ne comprends pas comment il lâche ce ballon. Ah, t'es passé pas loin de la grosse cagade de l'année, de la décennie. Hein. Panique totale parce qu'il sent le souffle de, je crois, c'est Marius Thomas qui revient. Enfin même en tombant, il est dans la end zone. Pourquoi il fait ça? Il sent qu'il est au bout de sa vie au niveau du souffle, je pense. Pourquoi il lâche? Je comprends pas pourquoi il le lâche. Au moins c'est pas une célébration parce qu'on en a déjà vu. Oui, c'est ça. Et en plus au moment où il se retourne, je me dis oh le con il va la lâcher. Et là il repart dans le bon sens, je me dis c'est bon. Et là il le lâche. Là, il a un bol monstrueux de retomber dessus. Franchement, parce que les mecs s'y attendent pas. Après ses coéquipiers sont très très bons. Je sais pas si vous avez vu quand il est remonté dans l'avion du retour, ils avaient posé une bouteille d'oxygène sur son siège avec un petit mot. Est-ce que Chad Johnson est trop vieux pour le skateboard? Est-ce que vous avez vu cette chute? Le pauvre Ocho. Il a dit super mal. Il s'est grainé comme une cela dit, il a dû prendre pire dans sa carrière. Donc bon. Moi je l'aime bien. Non, mais c'est très marrant. Très bon texto parce qu'en fait l'anecdote c'est que Marvin il a raconté ça parce qu'il a dit ensuite que Marvin Lewis, son ancien coach, lui a juste envoyé un SMS en mettant t'es trop vieux pour le skateboard. Et puis dernière question, pourquoi Larry Fitzgerald a prolongé son contrat aux Cardinals? Pour l'honneur. Je sais pas quoi dire d'autre. Je suppose qu'il a des enfants et qu'il voulait pas les faire déménager ou un truc comme ça parce que en tout cas, c'était pas pour jouer un titre. Sa carrière, il reste combien de temps? Voilà, il lui reste un an, qu'il fasse un an de plus chez les Cardinals, en vrai. Au point où il en est de sa carrière. Mais il a pas de titre. Ouais, mais il était enfant, c'est trop tard. Maintenant, s'il avait voulu chercher un titre, il serait parti avant. C'est trop tard. Il a encore genre 60 réceptions cette année. Il peut encore apporter un truc à une équipe. Ouais, mais ça a pas l'air d'être sa motivation première. Il a joué toute sa vie avec les Cardinals. Pourquoi il change? Il serait parti. Ouais, tu changes pas alors juste après, pour une saison. Je suis d'accord. Moi, ce qui me truc, c'est pas forcément Larry Fitzgerald, mais ce genre de joueurs qui veulent pas changer de crémerie et qui après en fin de carrière font ouais, on m'a jamais donné l'opportunité de gagner en bien m'entourant. Bah mon gars, fallait pas avoir re-signé dans une équipe de. Mais parce que je suis en train de chercher des équipes, tu vois, genre, je sais pas, tu le fous aux Rams l'an prochain, au pire, tu vois, s'il veut te donner un truc fou, mais ou alors il fait ce que tout le monde fait, il signe aux Patriots. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un truc à apporter. Mais je pense que c'est peut-être pas ça, c'est peut-être plus en tout cas sa priorité maintenant. Je suis d'accord. Là, maintenant, il pense peut-être plus à ça. Voilà. Moi, j'ai l'explication. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Puis il va au Hall of Fame. Hein. Ça fait 14 saisons qu'il est là. Il va au Hall of Fame. Bien sûr, tous les jours. Donc, il vit en Arizona, il fait chaud, il a pas envie d'aller skier. Il veut pas aller à Boston, geler l'hiver. Il peut l'avouer, va. Il est millionnaire, qu'est-ce qu'il va aller skier à Boston pendant 6 mois? Il a raté 6 matchs en carrière avec Arizona. Maintenant, c'est ça. Enfin, après, sa maison, quoi. En plus, il a dit qu'il re-signait, mais qu'il n'était pas sûr de jouer l'an prochain. Donc en fait, ils ont ses droits s'il continue. Oui, c'est ça. Donc franchement. Allez, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 210 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour le grand Thanksgiving. On prendra donc l'antenne probablement vers 18h ou 18h30. On mettra ça sur le site. Pour démarrer donc l'émission. On fera l'émission sans trop parler des matchs parce qu'on veut pas que les gens qui écoutent l'émission en différé aient que ça dans la retransmission. Mais ensuite, on fera un petit peu de commentaires. On se fera sûrement la première mi-temps du match et on mangera un petit peu en même temps parce que, évidemment, c'est très distingué de faire ça à l'antenne. Question, est-ce qu'on ne pronostiquerait pas officiellement tout de suite le premier match vu que ça va être avant qu'on commence? Pardon, pronostiquons même les 3, allez, tiens. Les 2 autres, on pourra toujours changer le jour J parce qu'on pronostique avant, mais là, au moins, on fait celui-là de manière sûre. Non, mais les 3. Et moi, j'apprends les matchs du Vikings mardi, j'ai oublié. Donc Lions Vikings pour tout le monde. Cowboys Chargers. T'as Grégory, t'as ses pronos? Non, mais on va lui demander. On lui fait confiance. Ouais. Chargers. Potentiel gag celui-là. C'est là. Ça, on peut pas le savoir. Non, Chargers. Ça joue? Non, Cowboys. Dallas. Cowboys. Cowboys. Bon, Chargers pour moi. Redskins Giants. Oh, c'est dur. C'est pas possible. Eh bien, on va dire les Redskins.
Pourquoi c'est moi qui pronostique le premier alors que je suis Redskins dernier aussi, allez. Giants. Bon, allez, on a terminé sur les pronostics. Donc, je vous disais que l'épisode 210 du podcast, c'est terminé. Qu'on se retrouve jeudi pour Thanksgiving. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et que justement, vous pouvez aller au Hard Rock ce jeudi pour Thanksgiving. Super soirée pour Thanksgiving prévue chez eux. N'oubliez pas de réserver. Vous pouvez passer par le site, il y a un article. Au pire, si vous ne le trouvez pas, vous tapez Thanksgiving dans le champ de recherche du site. Vous allez retrouver l'article, mais on va le relayer. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. On a franchi l'objectif loyer aujourd'hui, donc on vous remercie. Merci beaucoup à vous. Et n'hésitez pas à rejoindre ceux qui nous soutiennent. Je suis désolé, j'ai pas noté les noms de ceux qui ont mis dans l'après-midi, mais je citerai tous les noms jeudi. Pour nous suivre, touchdownactu.com, bien sûr, Twitter @tdactu, @Raphaël_TDA, @WDG, @Camille Sarabène, @Alain tdactu.com, c'est toute l'actu. On peut lancer le générique Camille. On vous dit à jeudi pour Thanksgiving. J'entends les quelques notes. C'est parti. Bonne semaine à tous, à jeudi. Ciao, ciao. Ciao. Et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocage Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.